tous. Merci d'être là. Je pense qu'on est aussi nombreux que la dernière fois, mais beaucoup moins que la fois suivante. Il est probable, possiblement probable, que le dimanche du week-end de 15-16 mai, je ne sais pas, vous regardez les tablettes, vous ayez deux personnalités très importantes dans ce combat qui viennent de la métropole. Dont une députée, il connaît à moins, et dont un avocat. C'est pas sûr, mais c'est le seul, parce que moi j'ai eu longtemps Madame Vonner au téléphone, qui m'a appelé, vraiment très gentille, pour me demander, alors les élus à La Réunion, ils sont où? On se demande. Il y a point d'élus. Et ils étaient au courant, hein, très au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a des élections, comme vous le savez, bientôt, et ça pourrit tout. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas venir, si je ne sais rien. Enfin bon, en tous les cas, ça pourrit tout, cette politique. Donc, réservé ce dimanche aux alentours du 15 mai. C'est pas sûr, mais c'est le seul week-end où ils pourraient venir. Donc, Martine Vonner et Carlo Brusa. Et on ferait dans ce cas-là une conférence le samedi après-midi, dans un lieu, j'espère, public. Alors, quand on est à l'Assemblée nationale, je pense qu'on doit avoir les mains un peu partout, et des droits que nous n'avons pas forcément, donc on trouvera quelque chose. Dès que c'est confirmé, on sera peut-être à la Yourte, hein, qui est un domaine privé, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans un domaine privé, mais si c'est un domaine public, peut-être la fac, qui auront peut-être le courage de mettre à disposition, comme ils nous l'ont fait il y a 15 jours. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur vos tablettes, restez pas trop loin d'ici. Et peut-être la conférence sera dans l'Ouest aussi, j'en sais rien. Enfin, tout est à prévoir, mais déjà la date, il est possiblement possible. Alors moi, je vais vous faire dire deux choses aujourd'hui. Je pense qu'on est des dizaines, des centaines à La Réunion, d'avoir des proches en métropole qui sont partis. Et souvent, on part un peu en catastrophe, aller soutenir la famille, et puis enterrer la personne qui est partie. Et je vais vous donner une anecdote sordide qui s'est passée, qui se passe actuellement, c'est du live, je ne vous donnerai pas évidemment le nom, d'une personne qui est très proche de nous, et qui a perdu son frère de façon subite il y a 4 jours, 3-4 jours, jeune, et on lui a demandé de faire un test PCR. Et le test PCR que j'ai là, que j'ai évidemment anonymisé, que j'ai envoyé à l'ARS, que j'ai envoyé à Madame Ladoucette et le professeur Xavier de Paris. Et ce test PCR, il était positif. Qui dit positif dit on reste à La Réunion et on part pas. Le problème, ça, pourquoi pas, c'est même pas là-dedans que je rentre. Le problème, et vous pourrez le voir sur ce papier qui est anonymisé, vous connaissez maintenant les cycles d'amplification. Vous vous rappelez du chiffre à partir de laquelle il y a un petit doute, où il faudrait, vous vous rappelez de ça? Puis je propose que Dr Bourgeon, tout à l'heure, nous rappelle ce que ça veut dire un peu scientifiquement. Il est à 45. C'est n'importe quoi. Mais ils sont tous à 45. 45 sites d'amplification. Interprétation, résultat positif. Ça veut rien dire. Présence d'ARN viral compatible avec une excrétion virale significative. Retenez bien ce qui est marqué là. Retenez bien par rapport à ce que je vais vous dire dans un instant. Donc désespérée, cette personne, évidemment, me dit qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, j'en sais rien, va dans un autre laboratoire. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les CT, les mêmes normes. Donc elle est allée dans un autre laboratoire, 1 ou 2 jours après. Peut-être dans plusieurs d'ailleurs, et c'est négatif. Donc cette personne va pouvoir prendre l'avion ce soir, je crois, escale à Mayotte, donc elle n'est encore pas arrivée. Hein. C'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Ça, c'est insupportable. Ce que je vais vous lire là, c'est illégal. Vous avez la Société française de microbiologie qui rassemble toutes les têtes pensantes. Alors, il y a des gens très connus, vous voyez en boucle sur les mainstream. Hein. Je ne vous donnerai pas les noms parce que c'est tous des professeurs de tous les grands trucs, Pitié-Salpêtrière, Claude Bernard, les CHU de Lille, Lyon, en fait tout ça, Bordeaux, Robert Debré, tous ces gens-là. Donc ils s'occupent de la microbiologie, de savoir ce que c'est qu'un test positif.
Et moi, en tant que régulateur, parce que je régule ce soir au 15 jusqu'à 1h du matin, les gens vont me dire, mais docteur, je suis positif. Ah ok, positif, d'accord, vous n'allez plus travailler. Vous vous isolez, etc., etc. On ferme les écoles, etc., etc. Mais la question que je vais poser maintenant, montrez-moi votre test et regardez-moi, dites-moi si par hasard il n'y a pas le CT. D'ailleurs, dans l'autre, le laboratoire négatif, c'est pas marqué CT, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, il me semble, c'est de suivre à peu près les recommandations d'une société savante, donc cette Société française de microbiologie. Et je vais vous dire 2 passages, parce que tout est, enfin, c'est un article scientifique, hein, qui est même compliqué à comprendre parfois pour nous, parce qu'il parle de noms de tests, etc. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Et vous pourrez vérifier, hein. En cas de technique avec 2 cibles virales, ce qui a été le cas dans le premier, c'est-à-dire là où c'est marqué positif. Positif, tu ne prends pas l'avion. Tant pis, tu enterreras par Zoom, très à la mode. Si 1 ou 2 cibles détectées sur 2, avec un CT supérieur ou égal à 37, il est possible de rendre 2 petits points. Positif faible, ou résultat à contrôler sur un nouveau prélèvement, ou négatif. Ça veut dire que le laboratoire, et franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avocat, le laboratoire qui ose mettre sur un CT à 45 positif, c'est-à-dire empêcher d'aller enterrer son proche, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'aimerais que les élus, qui étaient très au courant aujourd'hui qu'on était là, bien au-delà des élus, il y a eu une petite approche samedi, il y a 8 jours, mais à mon avis, cette approche a dû être délictueuse, très délictueuse, parce qu'il serait là, ce monsieur. Ces messieurs, ils étaient 2. Et Madame la maire était au courant, puisque j'ai la trace de sa communication avec Madame Voller. Elle devait venir, elle devait prendre, comment on dit, attache, comme dans le bon peuple, devait prendre relation, et j'ai pas eu un seul coup de fil. J'espérais peut-être qu'elle soit là, parce que le but, c'était pas du tout de soutenir ou pas Madame la maire. C'était de demander officiellement à tous les maires des 24 ou 25, si on compte la Rivière, communes, d'offrir un espace public, ce qu'on n'a plus le droit de faire, et on en sait de quoi on parle, puisque les gendarmes sont venus déposer à un d'entre nous, comme quoi il y avait une interdiction, et que si on renouvelait, c'était passible de 7 500 € d'amende et de prison. Donc du coup, on ne peut plus avoir d'espace public. Ici, c'est un endroit de 9000 m², semble-t-il, où on pourrait mettre des dizaines de personnes, éventuellement par petits groupes de 6. Même ça, les élus n'osent même pas nous donner l'autorisation. Alors la chose qui dit que c'est illégal, je vous rappelle la conclusion du laboratoire. C'était à 45. Présence d'ARN viral compatible avec une excrétion virale significative. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la conclusion de ce rapport de la Société française de microbiologie, il est marqué: c'était inférieur à 23, la présence d'ARN viral détecté est compatible avec une forte excrétion virale. Tout le monde est d'accord. Même Dr Bourgeon. Si Dr Bourgeon est d'accord, c'est que quand même, ça doit être vrai. Entre 23 et 33, la présence d'ARN viral détecté est compatible avec une excrétion virale significative. Et un CT supérieur à 33, la présence d'ARN viral détecté est compatible avec une excrétion virale modérée, voire très faible. Qu'est-ce qui est marqué? Je ne citerai pas pour l'instant le laboratoire. Qu'est-ce qui est marqué dans la conclusion? Présence d'ARN viral compatible avec une excrétion virale significative. Ça, c'est un faux. C'est un mensonge. Alors, je n'ose pas imaginer un instant que les biologistes spontanément fassent un faux. Pour avoir été hier, avant-hier, en EHPAD, dans un centre d'handicapés, je ne voudrais pas vous dire où, quand je suis à la Régulo 15, quand vous imaginez pas la pression que peut faire l'État sur les soignants, le personnel administratif de vacciner, c'est des SMS, c'est des mails, en permanence. Du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en arrêt de travail, ils n'en peuvent plus. Voilà. Ça, et je vous reprendrai la parole tout à l'heure, je vais laisser peut-être réexpliquer par Dr Bourgeon ce que c'est que ce fameux CT, parce que des tests négatifs, s'il y a des tests positifs partout, notamment bientôt dans les classes, là, eh ben on va fermer des classes.
Et puis on va dire qu'il y a cluster parce qu'il y a 2-3 cas. Et puis on va fermer des villes, et puis on va confiner. Mais est-ce que monsieur le préfet et la directrice de l'ARS savent ça? S'ils le savent, vous en tirez les conclusions, je ne sais pas comment on peut appeler ça. S'ils ne le savent pas, on peut aussi en tirer un certain nombre de conclusions. Ça fait 14 mois que nous essayons de rencontrer monsieur le préfet et la directrice de l'ARS. Jamais on a débattu sur les mainstream de ce point fondamental. Parce qu'ici, il n'y a pas de cas, il n'y a plus de malades. Les malades, on sait les traiter avant l'hôpital. Tout est dans les tests. Voilà, je te laisse, Bruno, réexpliquer un petit peu ce que j'ai dit avec émotion, mais c'est touchant parce que derrière ça, c'est quand même des gens qui n'ont pas pu prendre l'avion pour aller enterrer leurs proches. C'est ça que ça veut dire, c'est pas du complotisme, c'est des faits réels sur un argument qui est faux. Alors, au début de l'épidémie, au mois de février ou de mars, ou même en janvier en Chine, on se basait sur un examen qui s'appelle le scanner thoracique, sur lequel on se basait pour dire ben voilà, ce patient est porteur de la Covid, il a des lésions typiques pulmonaires de la Covid, et c'était le test de référence. À partir de ce test de référence, il y a un chercheur allemand, je ne sais plus le nom, qui a trouvé donc le RT-PCR, donc Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, qui veut dire en fait qu'on met en évidence le génome viral dans l'arrière-gorge des patients que l'on teste. Et ce génome viral, il est parasité par un certain nombre de prélèvements que l'on fait lorsqu'on gratte la gorge. Et donc il faut amplifier, pratiquer une boucle d'amplification génique pour mettre en évidence le génome viral. Et plus on amplifie la boucle, plus on fait de cycles d'amplification, plus on va finir par trouver du génome viral s'il y en a, et interpréter comme positif ce que, au départ, ce ne pourrait être qu'un portage, un portage sain ou un portage non contagieux. Et le chercheur, donc ce chercheur allemand dont j'ai oublié le nom, qui a trouvé ça, disait « Il ne faut en aucun cas faire de ce test-là un test diagnostique. Il faut n'en faire qu'un test de dépistage. » Alors, quelle est la différence entre un test de diagnostic et un test de dépistage? Le test de dépistage consiste à dire dans une population, vous êtes négatif, donc vous n'avez pas la maladie. Vous êtes positif, vous êtes peut-être porteur du virus, mais est-ce que vous êtes pour autant contagieux? Ça, on ne le sait pas. Donc, moi, ce que j'avais dit, et j'avais fait un calcul simple, c'est de l'épidémiologie de base que je vais vous dire, c'est lorsqu'on fait un test, il faut s'enquérir de sa sensibilité, de sa spécificité. La sensibilité est un rapport au faux négatif et la spécificité est un rapport au faux positif. Plus vous amplifiez ce test RT-PCR, plus vous allez avoir de faux positifs, donc votre spécificité va considérablement baisser. De même manière, si vous avez un taux de faux négatifs qui est important, eh bien vous aurez une sensibilité basse. Mais ce n'est pas ça le plus important dans un test, c'est sur une population. Or, la Covid est grave, certes, mais elle est surtout relativement rare dans la population, c'est de l'ordre de 1-2%, c'est rare. Et lorsqu'on fait ce qu'on appelle un calcul, qui s'appelle la valeur prédictive, on fait deux valeurs prédictives qui dépendent, c'est un savant calcul de rapport entre sensibilité et spécificité, je vous passe les détails, c'est des mathématiques. Lorsqu'on fait le calcul de la valeur prédictive négative, c'est-à-dire devant un test négatif, vous n'avez pas la maladie, voilà ce que c'est que la valeur prédictive négative, dans une population où la maladie est rare, dès lors que la sensibilité et la spécificité sont relativement élevées, ce qui est le cas, eh bien, vous allez avoir un test de valeur prédictive négative de l'ordre de 99,95%, quelque chose comme ça. Peu importe, ce qui est important de savoir, c'est que dès lors que vous avez ce résultat-là, lorsque vous êtes négatif, c'est que vous n'avez pas la maladie. C'est donc bien un test de dépistage négatif de la maladie. En revanche, la valeur prédictive positive, du fait des faux positifs et des faux négatifs dont je viens de vous parler, la valeur prédictive positive, elle est de l'ordre de 30% lorsqu'il n'y a pas de symptômes. Autrement dit, elle est très faible, parce qu'avoir un test qui a une valeur prédictive positive de 30%, vous le laissez tomber. Sauf si, et c'est ce qu'on avait dit en septembre l'année dernière au collectif Covid Médecins, raison pour laquelle on est passé devant l'ordre des médecins en décembre, c'était l'une des deux raisons pour lesquelles je suis passé devant, il m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire ça. Si, j'ai le droit de dire ça, je vais vous faire un petit cours d'épidémiologie, celui que je suis en train de vous faire. Et j'aurais dit, voilà, pour augmenter la valeur prédictive positive, c'est-à-dire faire de ce test un test diagnostique, il faut que le patient ait des symptômes. Donc, lorsque vous faites, parce que vous êtes, élément contact, je sais plus comment dire, ou dans un cluster, vous n'avez aucun symptôme, on vous fait un test, on ne peut rien en déduire.
En revanche, si vous avez des symptômes dans ce contexte-là, évidemment, vous êtes positif, donc vous êtes porteur de la maladie parce que vous avez des symptômes. Encore une fois, on ne traite que des patients. Tout ce que je viens de vous dire, l'épidémiologie, nous ramène à la clinique de base du médecin. De base, c'est on traite des patients qui ont des symptômes. On ne traite pas personne qui n'a pas de symptômes. Alors on traite en préventif, et à ce moment-là, on traite par vitamine D, vitamine C, zinc, et on se fait renvoyer à nouveau devant le Conseil de l'Ordre, puisque c'est mon expérience personnelle. Voilà où on en est pour les tests. Donc valeur prédictive, valeur positive, et puis donc les boucles d'amplification génique pour mettre en évidence à tort ou de manière trop importante, trop sensible, la présence du virus. Donc on retient que ce test sur lequel se basent toutes les politiques de santé mondiale depuis 1 an est un test qui n'a pas de valeur diagnostique de lui-même, per se, comme on dit en latin, qui a une valeur diagnostique de négativité. 3, pour avoir une valeur positive, une valeur de diagnostic positif, il faut avoir des symptômes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais vous voyez que nos politiques de santé se basent sur des choses qui sont fantomatiques, qui sont irréelles, et c'est là-dessus que nous nous imposons des confinements, des couvre-feux, ne pas aller au restaurant, ne pas aller au théâtre, etc., etc. Voilà ce que c'est que le test sur lequel on se base actuellement. Si les grandes surfaces, on a le droit. Alors, un petit complément, si vous regardez, pour compléter ce qu'a dit Bruno Bourgeon sur ce fameux résultat, présence d'ARN viral compatible à une expression virale significative, point et en gras, encadré, interprété selon la symptomatologie et la date de début des signes cliniques éventuels, le statut immunitaire individuel et les conditions environnementales. Moi, je rajouterais bien les conditions politiques. Parce que c'est exactement ce que tu dis, Bruno. Cette personne, elle prend l'avion, elle n'est pas malade. Voilà, quand vous allez au restaurant, vous n'êtes pas malade. Quand vous serez obligé de faire le QR code pour aller manger ou rentrer dans ce théâtre, on ne sera pas malade. Mais peut-être si, parce que finalement, avoir un QR code pour faire de la culture, je ne sais plus trop où on est. Une question, alors, une question d'une des personnes, est-ce qu'on a une idée du taux de remplissage en réanimation actuellement à la Réunion? Je n'ai pas préparé la chose, je ne sais pas où on en est. Alors il y a des chiffres qui circulent, des chiffres à 90, 110%, puis des chiffres à 50%. Alors, tout dépend de ce que l'on appelle remplissage. Si c'est le taux d'occupation des lits, probablement on est proche de 90%, mais toute réanimation doit être remplie à 90%. Car une réanimation qui n'est pas remplie à 90%, c'est un coût d'argent terrible pour la société. Le prix de journée dans un service de réanimation est considérablement plus élevé que dans un service de médecine standard. Donc un service de réanimation doit être rempli à 90%. Donc s'il est rempli à 90% avec des malades tout venant, des infarctus, des AVC, des post-opératoires graves, de chirurgie cardiaque, etc., c'est normal. Quand on nous dit c'est rempli à 50%, c'est rempli à 50% de Covid. Mais si les places restent suffisantes pour pouvoir continuer à soigner les patients tout venant, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on est dans sureffectif, surbooking, etc. Un remplissage, je le répète, un remplissage de réanimation à 90%, éventuellement même à 100%, c'est quelque chose de strictement normal. Alors quand on nous parle d'épuisement des soignants, moi je veux bien écouter ce discours-là. Je veux bien discuter avec des infirmières de réanimation pour savoir si réellement elles sont épuisées, s'il y a vraiment un sous-effectif. Le fait est qu'on doit, semble-t-il, pour pouvoir continuer à travailler normalement à l'hôpital, ouvrir des lits de soins intensifs ou de soins dits, aigus. Et donc on prend des unités d'hospitalisation classique et on en fait des lits de, entre guillemets, réanimation. En fait, c'est pas de la réanimation, c'est surtout de la surveillance continue. Et là, effectivement, de l'oxygénothérapie, etc. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'il y aurait véritablement un surmenage de la part des soignants si tous les patients de réanimation étaient tous intubés, ventilés, et c'est loin d'être le cas. Un patient Covid qui est intubé, ventilé, en général, a un très mauvais pronostic. Un patient Covid qui est juste sous oxygénothérapie, ça donne quand même beaucoup moins de travail aux soignants, et c'est de bien meilleurs pronostics. Alors reste que, comment éviter que les gens viennent à l'hôpital? C'est tout le problème, tout notre combat depuis maintenant 6 mois, c'est de dire il y a des traitements en amont de l'hospitalisation qui permettront de diminuer la gravité des symptômes de la Covid.
dont les patients souffrent. Eh bien, on ne veut pas entendre ce discours parce qu'on doit faire la place au vaccin, et c'est ce qui ne nous a pas été dit, mais ce que l'on a compris, pour avoir une AMM provisoire, une AMM transitoire, il ne fallait pas qu'il y ait en face du vaccin des traitements efficaces. C'était tout le problème, et c'est tout le problème de notre combat qui persiste encore à l'heure actuelle, puisque lorsqu'on vous parle de vitamine D ou d'ivermectine, c'est qu'on est bien conscient que ces médicaments sont là pour être en concurrence avec les vaccins, que ça ne plaît pas, évidemment, à Big Pharma. Ça va dessus. Merci Bruno beaucoup pour ton expertise. Alors je vais vous donner aussi une information. Avant-hier, de 14h30 à 16h30, j'ai présidé, parce que je suis président bénévole, de la CPR, Commission paritaire régionale, qui est donc un endroit qui se passe à la Sécu. On était en Zoom, mais la Sécu, elle est voulée là-bas. Avec une section sociale qui est présidée par le directeur de la Sécu, en l'occurrence, il a donné le mandat à quelqu'un, et la section professionnelle représentant par l'ensemble des syndicats. La convention, ça veut dire quoi? On discute de la convention parce qu'en fait, on discute de vos remboursements de soins. C'est ça une convention. Il n'y a plus de convention, vous n'êtes pas remboursé. Donc à la même table, vous avez la section sociale, la section professionnelle. Et puis moi, je tenais absolument, comme président, c'est tout le pouvoir d'un président, même s'il est totalement inentendu, c'est qu'il a le micro et il fait l'ordre du jour avec le vice-président. Cette année, le vice-président, c'est le président de la caisse, et c'est une année sur deux. C'est comme ça depuis 3 ans, ça va être encore comme ça pendant 2 ans. C'est le seul petit pouvoir qui nous reste. Donc j'aurais demandé, mais combien ça a coûté tout ça? Puisque le directeur de la Sécu l'a dit officiellement sur le plateau télé, avec des chiffres comme... pour 2020, 20 millions d'euros pour les tests PCR. C'est officiel, hein? Et je leur ai dit, mais vous savez, en tant que régulateur au 15, puisque maintenant il paraît qu'il ne faut plus trop passer avec le médecin traitant, qui de toute façon ne va pas se déplacer et fera une téléconsultation, son domicile, plénard, et qu'on dit vite, appelez le 15, appelez le 15, appelez le 15. Sauf que ça commence à arriver dans tous les SAMU, centre 15 de France, et ici, c'est qu'évidemment, on a des loupés, et qu'il y a des personnes, on ne connaît pas quand on est au téléphone, hein, des personnes avec des facteurs de risque. Facteur de risque, c'est pas le diabétique qui est bien stabilisé, hein. Facteur de risque, attention, hein, qu'on ne se trompe pas de logiciel. Facteur de risque, c'est vraiment la personne, je sais pas, immunodéfaillant, parce qu'il a un cancer, parce qu'il a un diabète déséquilibré, etc., etc., etc. Bon. Eh bien, il faut savoir que quand vous êtes testé positif, normalement, l'ARS vous propose un accompagnement à domicile par une infirmière. Il y a 30% des infirmières libérales qui, a priori, a accepté d'aller à domicile, mais surtout, il y a 9% des patients qui ont accepté que quelqu'un les vienne. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais je leur ai dit, mais quand on est au 15, ou quand on est médecin traitant, on aimerait savoir, vous savez, le petit appareil, là, vous connaissez tous la saturation. Mais la Sécu, elle ne pourrait pas offrir à tous les gens qui sont en ALD, par exemple, affection longue durée, et tous ces gens qui ont une immunodéficience, ce petit appareil. 20 millions d'euros de tests versus 4, 5, 6, 10 euros de ces saturomètres. Pourquoi c'est important? Parce que si à la régulation, on a le nombre de respirations par minute, le pouls, la température et la saturation, la personne ne va pas mourir dans les 10 minutes. Hein. Par contre, si on a une saturation à 85%, monsieur le néphrologue, évidemment, le sait, c'est du SAMU, mais le SAMU, il est tard, il est trop tard, là. Mais comment ça s'appelle aussi, ça? Ne même pas mettre les moyens. Alors moi, j'ai dit, mais on ne pourrait pas faire une dérogation, là. Ah ben non, on ne peut pas, parce que... Ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je veux que ça soit dans le compte-rendu. Et ça sera dans le compte-rendu, parce que c'est moi qui le valide. Voilà, ça, c'est... Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus? Parce que moi, j'ai une petite chose à dire à la Zola. Non, après, c'est de l'ordre de la médecine. Laissez les médecins prescrire.